Comment élève-t-on ses enfants après l'éveil? Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi. Et il y a quelqu'un qui m'a posé cette question un jour sur la thématique des enfants. Je ne vais pas pouvoir jouer au jeu du avant-après l'éveil parce que il y a eu réalisation du soi en 2018 et j'ai commencé à avoir des enfants en 2021. Donc c'est venu après, donc je ne peux pas jouer au jeu de avant-après, mais je peux partager ce qui peut sembler différent dans la façon d'éduquer. Déjà ce terme-là, c'est un peu une croix rouge, c'est pas vraiment éduquer, mais bref, d'être avec des enfants, d'avoir des enfants après la réalisation du soi. Et la première chose, la plus importante, qui était le sujet sur lequel la personne me posait une question, c'était justement par rapport à des enfants difficiles. Elle avait affaire à un enfant difficile et qui était très challengeant. Et en fait, elle ne savait pas comment faire, quoi faire face à cet enfant qui ne faisait pas ce qu'elle voulait, qui n'écoutait pas, tout ça, quoi. Tout ce qu'on peut imaginer d'un enfant dit difficile ou terrible. Et en fait, la réponse très simple, c'est qu'il n'y a pas d'enfant difficile. Ça n'existe pas, un enfant difficile, un enfant terrible. Tout ce qui existe, c'est un enfant qui réveille en nous des choses terribles. Et donc, qui peut nous mettre face à notre impuissance, qui peut nous mettre face à notre propre colère, notre propre tristesse. Voilà. Mais en tout cas, l'idée qu'un enfant puisse être terrible, c'est juste un préjugé, se le mettre dans une boîte, un enfant qui a fait quelque chose ou qui réagit d'une certaine manière, et on le met dans la boîte des enfants difficiles, et on les met dans la boîte des problèmes, et on dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce problème ?» Alors que c'est nous qui venons de créer un problème, en disant « voilà, il y a un problème, il est là ». Mais en fait, le seul problème, c'est que ça réveille des choses en nous qui peuvent être trop challengeantes, et les adultes vont pas forcément se remettre en question eux, et vont dire c'est moi qui dois avoir raison, c'est qu'un enfant, il doit m'écouter, tout ça. Et donc ils se remettent pas en question, et juste ils vont essayer d'être encore plus dur avec l'enfant. Et évidemment ça marche pas, ça va pas marcher du début, et ça va pas encore marcher après. Et ils se trouvent dans une impasse assez rapidement, et à se dire bah voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on fait pas comme il faut, parce que ils voient bien en fait que ça marche pas. Et que au final, écraser encore plus l'enfant difficile, ça fait que l'enfant devient encore plus difficile, et ça réveille donc en eux des choses encore plus difficiles, et ils voient facilement que c'est une impasse. Et donc, la chose à faire, tout simplement, c'est d'aller voir en soi qu'est-ce que ça réveille de difficile, en fait. Généralement, ça réveille des émotions, et donc ça va pas être des concepts mentaux, on va pas pouvoir se dire « Ah ben, ça réveille en moi de l'impuissance, par exemple ». Ça va juste réveiller quelque chose d'émotionnel, donc c'est-à-dire un ressenti désagréable. Et donc ça, l'invitation, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais l'invitation, c'est évidemment de prendre le temps de ressentir ça, parce que naturellement, enfin pas naturellement, plutôt il y a eu un mécanisme qui s'est fait naturellement, qui fait qu'on se protège de ce ressenti, et donc on essaie de changer l'extérieur pour éviter de ressentir ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on a trop peur de souffrir. Et si juste on pose notre attention sur ce qui est souffrant, c'est comme si, pour une fois, enfin, on accueillait quelque chose qu'on avait toujours rejeté. Donc, on passait notre temps à rejeter ce qu'on ressentait. Ça peut être dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge, un peu partout. Et souvent, c'est dans ces 3 points très, très régulièrement. Et au final, si juste on passe un moment à sentir ce que ça nous fait vivre, nous, eh ben, on va accepter ce jeu de ping-pong avec l'enfant, où il nous a réveillé quelque chose, nous, on va le voir. Et en allant le voir, en fait, on prend un temps pour prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi, en miroir encore une fois, on prend soin de l'enfant, parce que en prenant soin de ce que ça réveillait en nous avant, eh ben, c'est comme si on se défaisait de nos réactions, tout simplement. Il n'y a pas de mot derrière réaction, de nos réactions, qui fait qu'on ne peut pas être dans l'accueil de l'enfant et dans l'action, mais qu'on est juste dans la réaction. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose et automatiquement, il y a quelque chose qui sort de nous et qui est généralement pas la réaction qu'on voudrait avoir en fait. C'est juste automatique et c'est pour se protéger de ce qu'on ressent. Donc si on prend un moment pour ressentir ce que ça nous fait vivre, et de peut-être pleurer, de peut-être crier, de peut-être taper des pieds, j'en sais rien, mais de laisser pleinement se vivre ce qui se vit dans le corps, et ben si on fait ça correctement, ensuite ça c'est évacué, et si c'est évacué, l'enfant il peut plus venir déclencher ça en nous. Il peut plus venir activer ce mécanisme en nous, parce qu'il est plus là. Et en fait, l'enfant, inconsciemment, il le faisait parce qu'il voyait que ça marchait sur nous. Et si ça marche plus sur nous, il va arrêter de le faire. Il va le faire une fois, il va voir que ça marche plus, et naturellement, il va arrêter de le faire. Et donc ça, c'est la première invitation. Et donc la deuxième invitation, on va dire, avec les enfants difficiles, c'est de
d'essayer d'aller le plus loin possible dans l'empathie, dans la compréhension de ce qu'il est, de ce qu'il est en train de vivre en fait, d'essayer de se mettre dans ses chaussures. Généralement, les enfants, on les traite un peu trop vite comme des adultes. Moi, j'ai 2 enfants qui ont, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, qui ont 1 an et 3 ans, qui sont adorables. Et c'est vrai que notre fille de 3 ans, elle nous paraît tellement plus grande que notre fils de 1 an, que des fois, on la traite presque comme une ado, une adulte, alors qu'en fait, elle peut évidemment se mettre à pleurer juste parce qu'elle a perdu un petit truc pour faire des bulles, là, son petit pot pour faire des bulles de savon. Et ben si elle le perd, là d'un coup elle se roule par terre et elle pleure, et c'est pire que tous les drames de l'humanité. Et en fait, juste se rappeler de où ils en sont eux, de ce qu'ils vivent eux, généralement, on peut voir qu'ils vivent des choses très très fortes qu'ils comprennent pas, qui sont nouvelles pour eux. Et si on n'est pas dans l'empathie, on va réagir comme s'ils étaient des adultes qui vivent ça et qui sont censés savoir gérer, alors qu'en fait c'est des enfants et qu'ils vivent le truc en pleine face, et que ça peut être très fort, ça peut être très violent, et que finalement dans ces moments-là, la meilleure chose qu'on puisse faire peut-être, c'est juste les accueillir, leur dire que c'est ok, les prendre dans nos bras, même si eux ils ont envie de nous mordre et de nous taper. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est par rapport aux enfants dits difficiles, mais même les enfants pas dits difficiles, ils font la même chose en fait. C'est ce qui était difficile, ce que je voulais bien dire sur ce premier point, c'est que ce qui était difficile, c'est ce qui nous font vivre en fait quand on les appelle difficiles. Mais si on les appelle pas difficiles, ils peuvent aussi nous faire vivre plein de choses. Et juste si on accepte le miroir, la chose qui aurait été différente si j'avais eu des enfants avant la réalisation de soi, c'est sûr que j'aurais été toujours en train de réagir à l'enfant, et j'aurais pas pris constamment un temps pour recevoir ce qu'il me donne avant d'offrir quelque chose en retour. Là, ce matin même où je tourne cette vidéo, je donnais un biberon à ma grande fille qui a 3 ans et qui voulait juste un biberon de tisane parce que son frère a un biberon, donc elle se dit moi aussi je veux un biberon alors qu'elle n'en a jamais eu. Bref. Et au final, on a ouvert son biberon et elle l'a pris avec la pipette de médicaments parce que son frère prenait un médicament et qu'elle voulait faire comme son frère. C'est pas mal le mimétisme. Et au final, elle avait la bouteille, et je sais plus très bien ce qui s'est passé, mais j'ai dû vouloir lui prendre la pipette pour l'enlever parce elle secouait la pipette, ça en mettait partout. Donc je prends la pipette pour la poser, et là, elle s'énerve parce que je prends la pipette, elle tape dans le biberon, et elle renverse tout son biberon de tisane sur moi. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, ma réaction est une non-réaction, c'est-à-dire que ça constate, et il y a quelque chose en moi qui voudrait bien s'énerver, hein, qui voudrait bien dire « Oh là là, mais regarde ce que t'as fait quand même, c'est mal et tout ça. » Et en fait, ça y arrive pas. Ça n'arrive pas parce que c'est pas... c'est déjà accepté en fait. Au moment où ça tombe, il y a un petit mouvement habituel du mental qui dit les choses devraient être autrement que ce qu'elles sont et je devrais lui dire « Regarde ce que t'as fait, c'est mal. » En voulant dire implicitement ça ne devrait pas être comme ça. Mais en fait, au moment où ça l'est déjà. Et c'est tellement accepté immédiatement que en fait, il n'y a rien à dire, quoi. C'est juste, ok, je suis trempé. Et voilà, alors ça ne m'empêche pas d'après de lui dire, regarde ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est bien, nanana. Mais c'est pas... C'est comme si on jouait un rôle, quoi, à ce moment-là. Mais juste, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de réaction, mais qu'il y ait d'abord, je ressens ce que ça me fait ressentir, et ben ça court-circuite les réactions automatiques qui peuvent être violentes des parents de s'énerver très fort parce que l'enfant fait justement une bêtise. Mais encore une fois, elle n'est pas en train de faire une bêtise. C'est un bébé qui a un corps un peu plus grand qu'un bébé, mais qui vit des choses très fortes, et que si on lui prend la pipette de sa tisane, pipette de médicaments avec de la tisane dedans, et ben oui, ça peut réveiller quelque chose de très fort en elle, qui fait qu'elle fait un mouvement très brusque et qui fait qu'elle renverse une tisane. C'est compréhensible. Ça serait pas compréhensible auprès d'un adulte peut-être, et pourtant, même un adulte peut très bien faire ça. Et on pourrait aussi comprendre l'adulte s'il fait ça. Parce que n'importe qui peut être traversé par des émotions très fortes et avoir des réactions très fortes, mais à ce moment-là, elle est juste en train d'exprimer à l'extérieur ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle le fait pas pour être méchante, elle le fait pas contre moi. Et souvent, les parents le prennent personnellement. Ils prennent les choses personnellement. Ce que fait leur enfant, ils pensent que c'est contre eux, que c'est une punition envers eux, ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait... il n'y a jamais rien vraiment de personnel, ça sort comme ça, et quand ça semble adressé à quelqu'un, c'est quand même en vérité juste quelque chose qui est vécu à l'intérieur
et qui veut sortir et ça prend une direction. Et donc, si c'est là, vous en face, vous dites, oh là là, il veut m'agresser cet enfant. Mais en fait, ça sort juste et ça essaye d'être, je sais plus très bien le terme, exorcisé, on va dire. C'est exorcisé. Il essaye de sortir ça pour ne plus l'avoir. Et voilà, ça c'est pour les réactions. Je pense que c'est le sujet majeur dont on pourrait parler très longtemps en fonction des exemples de ce que ça fait réveiller. Là, j'en ai quelques-uns en exemple, grâce notamment à ma femme Raïssa, parce que ça réveille des choses en elle, et moi je peux voir, ah oui c'est vrai, ça réveille ça, ça réveille ça. Et donc, par exemple, notre fils Louis, déjà notre fille Alice, elle a mis au moins 2 ans à faire ses nuits, et notre fils Louis, il a commencé à faire ses nuits, et puis après, il a plus fait ses nuits parce qu'il a pris un vaccin qu'il a déraillé, on va dire, qui a changé son rythme complètement. Et à partir de là, il n'a plus dormi. Il n'a plus fait ses nuits jusqu'à aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Il ne dort pas vraiment encore les nuits. Il a fait une presque nuit il y a 2 nuits, et pour nous, c'était un peu la fête. Mais voilà. Et donc ça, par exemple, bah, hop, ça réveille tout ce qui est lié au sommeil, tout ce qui est lié au repos. Donc avoir des enfants, ça peut faire ça. Et donc si on ne va pas voir à l'intérieur ce que ça nous fait ressentir, on pourrait très bien détester très fortement avoir des enfants. Mais alors très fortement, suivant notre attachement au fait de dormir, au fait d'être reposé, etc. Et donc, ça, la différence majeure avec la réalisation du soi, c'est que avec la réalisation du soi, il n'y a que maintenant. Et donc, comme il n'y a que maintenant, c'est très reposant. Parce que ce qui est fatigant, c'est de tout le temps faire une gymnastique mentale avec le passé, le futur, dire il y a ça à faire. Des fois, les gens, ils ont des plans sur 12 ans. Alors, ils savent 12 prochaines années ce qu'ils ont à faire. Donc, ils ont dans la tête les 12 prochaines années de genre, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et ils portent aussi leur passé avec toute l'histoire, avec ouais, regarde lui ce qu'il m'a fait, regarde elle. Tout plein d'histoires, quoi, tout leur passif. Et en fait, avec la réalisation du soi, il n'y a plus que maintenant, qui est vierge de toute histoire. Et ça, c'est très reposant. Et il y a une complète acceptation de ce qui est. Donc, en fait, l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins fatigant pour moi de ne pas dormir ou de dormir très peu. Parce que si je reste là, même sans dormir, déjà, c'est comme si je me reposais. Et vu que tout est accepté, au moment où j'étais en train de dormir et que je suis sorti de mon lit par un enfant qui hurle et que j'étais en plein dans le pâté, on va dire, en train de dormir, et ben même ça, c'est déjà accepté et je suis déjà en train de me lever et d'aller voir l'enfant et de le prendre dans mes bras. Il n'y a pas de distance entre là où je suis et l'action. Je sais pas comment dire ça. Ça se fait directement. Il n'y a pas un temps qui dit d'abord « Ah là là, non, il s'est encore réveillé, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en ai marre. » Il n'y a juste pas ça. Et après, on se lève. Là, il y a juste, j'ouvre les yeux et puis je me lève et je vais voir l'enfant. Même si en même temps, je peux vivre quelque chose qui dit « Oh là là, c'est difficile. » Ça reste silencieux mentalement et c'est juste vécu dans le corps que ça peut être un petit peu difficile. Mais en réalité, ça l'est beaucoup moins. Et pourquoi ? Parce que justement, cette histoire de sommeil, c'est aussi... Le sommeil, ça apporte un repos mental. Toutes les personnes qui ont un mental très actif et qui ne savent pas le ralentir, et ben dormir, ça leur fait du bien parce que c'est un moment où ils peuvent avoir le mental un petit peu moins actif. Sauf que avec l'éveil, il y a une capacité, souvent, c'est pas obligatoire, mais il y a une capacité à arriver à éteindre le mental relativement facilement. Et donc avec ça, je peux complètement couper les pensées. Et donc, j'ai beaucoup moins besoin de dormir parce que dormir n'est plus une soupape de dépressurisation du mental. C'est juste un moment de relaxation et de repos, mais ça, c'est pas aussi vital, disons, qu'avant, quand j'avais le mental super agité, où là, il y avait vraiment besoin de sommeil plus fort. Et donc tout ça, ça amène justement à se reposer. Et se reposer, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, Raïssa, elle me parlait pas mal de ça, qu'elle voulait se reposer, qu'elle voulait du temps pour se reposer. Et moi, ma réponse de méchant, c'était de dire que en fait, le repos, c'est maintenant. La pause, c'est maintenant. La pause, c'est toujours maintenant. En fait, ça peut pas être ailleurs que maintenant. Et que si elle cherche à se reposer ailleurs que maintenant, ce sera toujours plus tard, en fait. Donc, si maintenant, elle est dérangée par quelque chose et qu'elle se dit, il faut absolument que je prenne 2 heures aujourd'hui pour faire une sieste, et ben, elle est déjà en train de se dire, là, maintenant, c'est pas le moment de se reposer, ce sera plus tard. Et du coup, plus tard, quand c'est enfin le moment de se reposer, même si elle arrive à se coucher, il y a quelque chose en elle qui dit, c'est pas le moment de se reposer maintenant, ce sera plus tard. Et pour moi, se reposer, c'est justement éteindre le mental. C'est justement couper un petit peu le film, arrêter le film, mettre pause sur le DVD, quoi.
le DVD mental qui raconte une histoire avec un héros au centre, moi, le moi-je, et plein de choses autour, tous les adversaires et les buddies, les potes du héros qui l'aident dans sa quête. En fait, tout ça, si on fait une pause maintenant, c'est tout ce qui compte et il reste que ce qui est, et c'est beaucoup plus léger que si, encore une fois, on met un tas d'étiquettes dessus. Et donc voilà, se reposer, ça peut être que maintenant, et ça n'a pas besoin d'être en dormant, ça peut être simplement en étant là, en coupant le mental. Et là où ça m'amène aussi, c'est que ce qui a changé, il y a pas ça, pas changé. J'avais pas d'enfant avant, faut que j'arrête de dire ça n'a rien changé. Juste le fait que je les vois comme la vie elle-même et pas comme des personnes avec justement une histoire, un passif et un futur. Ça change énormément de choses parce que l'enfant sent qu'il est libre si jamais il est vu depuis un espace où on reconnaît qu'il est la vie même et qui peut prendre n'importe quelle... qui peut s'exprimer de n'importe quelle manière, qui n'est pas obligé de répondre à des habitudes ou à des croyances qu'on a par rapport à lui ou à elle. Et bien ça, c'est très... ça fait du bien en fait. Ça fait du bien à soi-même évidemment, mais ça fait surtout du bien à l'enfant de voir que on l'autorise à être la liberté même. On l'autorise à être tout ce qu'il a envie d'être, d'exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer. Et ça, c'est formidable. Et voilà, ça leur fait du bien. Et c'est juste... je suis juste, moi, un espace d'accueil, quoi, pour ceux qu'ils sont, tels qu'ils sont. Et ça fait forcément que dans les relations, on joue énormément, parce que c'est comme si je les voyais comme la vie qui fait semblant d'être un enfant et qui joue à être un enfant plutôt. Et donc forcément, on joue beaucoup, on danse beaucoup, on s'amuse beaucoup. C'est plutôt génial et c'est assez magnifique de les voir grandir, de les voir, on va dire, je sais pas, fleurir. C'est comme j'allais dire un trait de pinceau. On voit le trait de pinceau qui se fait comme ça, et on voit l'enfant qui se déploie. Et tout ça depuis un espace où il n'y a pas de déploiement, parce qu'il n'y a que maintenant tel qu'il est. Juste maintenant tel qu'il est, c'est là, c'est ça. Et c'est beau et c'est apprécié. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça, mais je sais plus. La chose après... on m'avait demandé comment est-ce qu'on pouvait ne pas transmettre nos schémas limitants à nos enfants. Il y avait un parent qui m'avait posé cette question, qui voulait justement pas transmettre ces schémas limitants. Et donc la réponse est très simple, c'est pourquoi est-ce que tu voudrais ne pas transmettre tes schémas limitants? Et généralement, c'est parce que tu te rejettes toi-même et tu te dis toi-même, ah là là, je ne devrais pas être tel que je suis, je ne devrais pas croire ce que je crois. Et la vie serait mieux si j'étais éveillé. Et ça, justement, ça crée une distance avec le vrai maintenant. Ça crée une distance avec l'éveil parce que ça dit « je ne suis pas parfait et plus tard, un jour, il y aura l'éveil quand j'aurai changé ceci et cela ». Et du coup, après, on projette sur nos enfants et on dit « toi aussi, tu ne devrais pas avoir ça parce que moi, je le vis mal ». Mais en fait, l'enfant, il est très content qu'on lui partage nos croyances, qu'on lui partage notre vision de la vie parce que lui, il arrive, il n'a aucun repère, disons, et ça lui plaît de comprendre en fait ce jeu, de comprendre le rêve, de comprendre comment ça marche, tout cet univers, comment ça semble marcher en tout cas, comment nous on perçoit que ça marche. Et lui il l'ingurgite et lui après il va faire ses expériences en testant ce qu'on dit, en voyant si c'est vrai. Il y a une phrase que j'adore, c'est on joue pas avec la nourriture. Alors ça, quand on a des enfants en bas âge, on joue pas avec la nourriture. On peut être à peu près sûr qu'à un moment donné on va la dire. Et si jamais on est suffisamment attentif, on va se rendre compte au moment où on l'a dit que c'est pas de nous, que ça a été appris, que voilà, il y a quelqu'un, des générations et des générations qui ont dit c'est pas drôle, c'est pas pour jouer. Et les enfants, comme par hasard, ils jouent tous avec la nourriture. Ils jouent tous, donc forcément ça nous teste là-dessus. On se dit ah ok, en fait il me montre que ça pourrait être un jeu. En fait, c'est juste moi qui prends ça très au sérieux parce qu'on m'a appris ça, parce qu'on dit voilà. Il y a des moments où il n'y a pas eu de nourriture, où les gens avaient peur de mourir et où c'était quelque chose de très précieux. Et donc là, maintenant, on leur renvoie ça à eux, alors que eux, là, peut-être, ils sont dans un moment donné, en tout cas dans cette famille, où il semblerait qu'il y a l'abondance, où il n'y a jamais eu trop de ce problème-là, et donc ils se disent, bon, ok, je vois pas trop pourquoi. Et même avant qu'ils se disent quoi que ce soit, Louis, mon fils de 1 an, il joue avec la nourriture, parce que pour lui, ça veut rien dire, nourriture, quoi, c'est une idée. Et l'idée qu'il faudrait pas jouer avec quelque chose aussi, pour lui, ça veut rien dire. Il joue avec tout ce qu'il voit.
voilà, tout ce qu'il trouve, il joue avec en fait. Jouer, c'est juste appréhender, tester, voilà, c'est ça. Donc en fait, oui, on lui donne une purée, ben, il va juste en mettre partout, s'en mettre sur les yeux, s'en mettre sur les mains, sur les oreilles. Et voilà, en fait, c'est normal. Et donc si nous, on se dit, ah non, il faut pas jouer avec la nourriture, et en plus, ah mais c'est moi qui vais nettoyer, et moi je suis pas à l'aise avec le fait de nettoyer parce que j'aime pas nettoyer, et ben là, ça réveille beaucoup de choses d'un coup, juste un enfant qui se met de la purée sur les yeux. Juste ça, c'est quand même une image démoniaque, je vous l'accorde. Et ça me mène à un autre point très, très important, je pense, c'est l'idée de jouer son rôle de parent. En fait, être parent, c'est pas vrai. On n'est pas parent. Je ne suis pas père. Je joue le rôle du père. Si j'étais père, ça veut dire que ce serait quelque chose que je suis depuis que je suis né, quelque chose qui est tout le temps vrai. Alors qu'en fait, c'est pas tout le temps vrai. C'est une étiquette que je mets au moment où y a un enfant qui apparaît dans ma vie. Mais c'est pas, ça veut rien dire je suis père. Par contre, je joue le rôle du père, oui. Et c'est vrai que Raïssa, mon épouse, elle a mis un moment à accepter de jouer le rôle de la mère. Et des fois, elle jouait plutôt le rôle de l'adolescente et elle rejetait le fait d'avoir des enfants et tout ça. Et en fait, on a eu une discussion où le simple fait de lui dire qu'il était temps qu'elle embrasse le fait qu'elle est là pour jouer le rôle de la maman, et ben ça a vraiment changé quelque chose en elle. Et à partir de ce moment-là, elle a plus vu ça comme ok, en fait, voilà, c'est mon rôle, je l'embrasse. Il faut faire le deuil de toutes les choses qu'on pouvait faire avant, qu'on ne peut plus faire quand on a des enfants parce qu'on n'a plus de temps, ils sont tout le temps là, on doit tout le temps s'en occuper, etc. Et ben à un moment donné, ouais, voilà, il y a une transformation du rôle. Et le rôle maintenant, c'est d'être papa. Donc effectivement, si mon fils, il se met de la purée sur les yeux et les oreilles, et ben, et sur les murs et par terre, et ben, le rôle de papa va faire que je vais peut-être, si je suis dans un bon jour, lui nettoyer les yeux pour qu'il puisse voir, et par terre et les oreilles, etc. Mais en fait, juste parce que ça va avec le rôle. Oui, je pourrais me remettre en me disant non, en fait, je veux jouer le rôle d'un enfant de 8 ans, et dans ces cas-là, ben, je lui ferais même pas à manger. Je lui dirais, bah vas-y, débrouille-toi, moi ça m'intéresse pas, je partirais, quoi. Et donc c'est ça, la parentalité, c'est juste un rôle qui est joué, comme de dire je suis chef cuistot, ben, ça implique de faire certaines choses, parce que le rôle implique qu'on fasse certaines tâches. Et ben là, c'est la même chose. Être parent, c'est juste endosser le rôle du parent et faire ce que fait un parent. Donc ce matin, ben, j'étais chez le pédiatre avec Louis pour l'emmener parce qu'il avait une otite. En fait, voilà, c'est juste jouer le rôle, embrasser le rôle, accepter le rôle et laisser la vie circuler à travers nous. Voilà. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en tout cas de ce qui me venait à l'esprit par rapport à ça. Si jamais ça vous intéresse, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bonheur Maintenant et j'ai fait un programme en ligne qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité. Vous pouvez tout voir dans la description de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.